Tous. Vous êtes encore un certain nombre à vous connecter. Je vous propose que nous patientons une minute encore pour laisser euh, aux divers invités le temps de se connecter. Encore un certain nombre de connexions. Patientons encore 2 minutes avant de démarrer. Je vous propose que nous attendions 9h03. Vous êtes déjà nombreux à vous être connectés. Voilà, encore d'autres personnes à arriver. Écoutez, nous allons démarrer. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié au changement climatique. Nous allons, pendant ce temps passé ensemble, essayer de vous exposer la manière dont les entreprises peuvent adapter leur modèle économique et leur écosystème de travail pour être plus résilientes face au dérèglement climatique. L'idée, c'est d'aborder plus spécifiquement les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Cette présentation va être co-animée par les équipes de Becouze et de Terabella, comme vous l'avez notamment vu lors de votre inscription. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir un chef d'entreprise ayant expérimenté ce procédé afin d'aborder les bénéfices concrets des solutions déployées dans son entreprise. Alors, côté Becouze, vous noterez l'intervention de Charlotte Alix, consultante RSE et climat, et moi-même, commissaire aux comptes et auditeur de durabilité. Alors, Becouze a pour mission de sécuriser l'information financière et extra-financière des entreprises accompagnées à travers voilà, ses activités historiques de commissariat aux comptes, d'expertise comptable, mais également en adressant à présent les problématiques RSE et climat qui deviennent prégnantes dans les entreprises. Côté Terabella, Vincent Rabaron et Hervé Dupier, cofondateurs de Terabella. Alors Terabella est un opérateur de projets de solutions d'adaptation fondées sur la nature. Vincent et Hervé sont également cofondateurs de 2122, qui est une agence de redirection écologique. Donc, ils nous feront plaisir de partager leur expertise aujourd'hui. Pour finir, côté témoin, Renaud Dion, qui est à nos côtés, donc dirigeant de Action Mobile Midi-Pyrénées, qui apportera son retour d'expérience donc sur les mesures d'adaptation implémentées dans son entreprise. Alors, nous avons prévu de cadencer notre échange en 6 temps forts, avec une dernière partie consacrée à la réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous adresser vos questions via Teams
au fil de l'eau. Nous nous emploierons à y répondre en fin de séminaire, bien sûr. Vous faites tous un bon webinaire et je propose à Charlotte de vous apporter pour commencer des éléments de contexte liés aux enjeux du réchauffement climatique. Charlotte, à toi. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous le savez, hein, les scientifiques du GIEC, rapport après rapport, nous préviennent que le changement climatique s'accélère et ils nous alertent aussi sur les conséquences de cet enjeu, et notamment sur les phénomènes météo extrêmes qui sont appelés à se multiplier, mais aussi à s'intensifier. Alors, ce consensus scientifique a eu plusieurs effets. Il a notamment conduit différents acteurs à réagir. Les États, qui en 2015 à Paris sont parvenus à un accord sur le climat, avec un objectif, limiter le réchauffement mondial à 2 degrés d'ici la fin du siècle. On a vu aussi les acteurs financiers s'emparer du sujet. Ces investisseurs, pour paraphraser, ont dit aux entreprises puisque le changement climatique est un facteur important de risque pour l'économie, eh bien, nous voulons de la transparence sur l'exposition de vos entreprises à ces risques climatiques et surtout sur la manière dont ces risques. Et puis, bien entendu, il y a d'autres acteurs, des associations, des étudiants, des consommateurs, qui très régulièrement placent cet enjeu en tête de leurs priorités et qui exercent une pression plus ou moins forte sur les entreprises et sur les États. Cette dynamique, elle est à l'origine d'évolutions assez fortes, notamment ces dernières années, au niveau des États, avec le développement de stratégies de décarbonation. En France, par exemple, de nombreuses réglementations découlent plus ou moins directement de cette stratégie. Citons par exemple les lois sur l'efficacité énergétique, la décarbonation des bâtiments ou encore sur l'économie circulaire. Et puis au niveau européen, avec notamment, vous en avez certainement entendu parler, l'adoption du Green Deal vert européen, qui pousse ce sujet à la fois sur le volet du avec la CSRD notamment, mais aussi avec l'extension du marché des quotas carbone et puis d'autres règlements sur la déforestation, l'affichage environnemental. Toutes ces nouvelles obligations, couplées donc aux pressions des acteurs financiers et puis de la société civile, ça a contraint les entreprises à intégrer cet enjeu climatique pendant des années via des démarches plutôt volontaires. Et puis, petit à petit, à travers des obligations de plus grande ampleur, les bilans carbone réglementaires, la DPEF pour les plus grandes entreprises, et puis à partir de cette année, la CSR et le rapport de durabilité. Petite révolution dans la transparence qui est attendue d'indicateurs et d'informations liées à la RSE et notamment au climat. On a eu tendance pendant assez longtemps à se dire que cet enjeu, le changement climatique, ça relevait plutôt du long terme. Mais on peut tous le constater année après année, qu'on est déjà confronté à ces impacts. Prenons par exemple ici l'exemple de 2022, mais j'aurais très bien pu prendre 2023 ou 2024. La carte à droite publiée dans le Parisien à l'époque, elle nous montre non seulement la diversité des phénomènes extrêmes qui ont touché le pays cette année-là, mais aussi la diversité des régions qui ont été touchées. Les feux de forêt ne touchent plus seulement le sud. Toute la France a fait l'expérience cette année-là d'aléas de monts exceptionnels. Et la conséquence, c'est qu'en 2022, on a observé une baisse de 25% de précipitations et par conséquent une baisse quasiment équivalente de la production hydroélectrique. 3/4 du territoire était touché par la sécheresse. Et puis, couplé à d'autres aléas, ça a conduit à des rendements agricoles très dégradés cette année-là. Et puis, même des tensions pour l'eau potable. Notre croyance que l'eau coule et qu'elle coulera forcément lorsqu'on ouvre le robinet, ça a été largement ébranlé cette année-là. Et aujourd'hui, on a des secteurs économiques, des collectivités qui travaillent pour essayer d'accroître leur résilience face à ce risque. Au final, en 2022, pas moins de 8000 communes ont lancé des procédures pour faire reconnaître des catastrophes naturelles. Donc, le réchauffement climatique, on le voit, c'est plus un concept lointain et abstrait, et ça entraîne une série de risques importants pour les entreprises. Pour n'en citer qu'un, mais qui est assez parlant, c'est la réaction des acteurs de l'assurance face au changement climatique. Les grands acteurs, on le voit, ils investissent énormément dans l'étude des impacts du changement climatique, et pour cause, ils observent une augmentation spectaculaire des sinistres qui sont associés à ces impacts. La conséquence directe pour les entreprises, c'est la hausse, et souvent très forte hausse, des primes d'assurance, voire dans certaines régions ou certaines villes, des problématiques d'assurabilité. On pense toujours à la Californie, dont les assureurs se désengagent, mais beaucoup plus près de nous, en raison de risques climatiques, on a un nombre grandissant de communes qui subissent des augmentations drastiques de leurs primes d'assurance, voire qui n'arrivent même plus à trouver d'assureurs, et ça, notamment en Bretagne.
Un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable. À l'époque, au moment de la COP21, le PDG d'AXA, cette incertitude dans laquelle le réchauffement climatique plonge l'économie et la société plus largement, il est immense, avec une seule certitude, ces phénomènes extrêmes vont coûter très cher. Donc à ce stade, on se dit qu'il est tout indiqué de se demander si le coût de l'inaction n'est pas bien supérieur au coût de la prévention et de l'adaptation. Et ce n'est pas pour rien que ce sujet du changement climatique est au cœur de la directive européenne CSRD, cette nouvelle obligation de reporting extra-financier qui aujourd'hui concerne de nombreuses entreprises, à laquelle vous êtes peut-être d'ailleurs soumis dès cette année. Le changement climatique, c'est abordé dès la première norme de thématique de reporting, le SRS E1, et ça sous un double prisme, du point de vue de l'atténuation du changement climatique, donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis du point de vue de l'adaptation de l'entreprise et de son modèle économique plus largement aux conséquences du changement climatique, aux impacts de ce changement climatique. Et ce double prisme, du point de vue de l'impact et du point de vue des risques et des opportunités pour l'entreprise, c'est le cœur du réacteur de ce nouveau reporting de durabilité. Et l'adaptation, c'est donc un sujet à part entière sur lequel les entreprises vont devoir s'interroger et reporter. Alors, qu'est-ce que la CSRD va demander de publier du point de vue de l'impact de l'entreprise sur le changement climatique, mais aussi de sa chaîne de valeur en et en aval? Les entreprises vont devoir publier leurs émissions de gaz à effet de serre, leur consommation énergétique, leur mix énergétique, mais elles devront aussi publier des objectifs qu'elles se sont fixés de décarbonation, les plans d'action qui permettent d'atteindre ces objectifs, et puis, c'est nouveau, les moyens qu'elles allouent à ce plan de transition. Mais d'un point de vue beaucoup plus business, les entreprises vont aussi devoir s'interroger sur les risques et les opportunités associées au changement climatique. Et pour ça, elles vont devoir analyser ces risques, des risques qui peuvent être des risques physiques, par exemple les phénomènes météo extrêmes dont on parlait, ou des risques plus chroniques comme l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation progressive des températures. Mais ça peut être aussi des risques de transition plus indirects, par exemple des risques légaux, des changements de comportement des consommateurs. Et d'ici peu, elles vont devoir être capables aussi de quantifier ces risques. Et puis, bien entendu, ce que demande la CSRD, c'est d'expliquer quelles sont les mesures d'adaptation qui ont été prises par l'entreprise pour répondre à ces risques ou saisir les opportunités d'ailleurs, puisque oui, la transition énergétique, ça peut être aussi une source d'opportunités, des opportunités d'innover, de développer des nouveaux marchés, de réduire certains coûts comme les coûts énergétiques par exemple. Rappelez-vous, sur ce volet des risques et des opportunités, les parties prenantes qui vont être intéressées par votre rapport, ce sont les acteurs financiers. J'investis ou je prête dans une entreprise, est-ce qu'elle peut me démontrer qu'elle a bien pris en considération que le changement climatique, c'est un facteur de risque pour mon entreprise et comment elle se prépare à ces risques? C'est ce que recouvre, Vincent, l'adaptation au changement climatique. Et ça, qu'on soit soumis à la CSRD ou non, c'est un sujet majeur aujourd'hui et ça touche à la résilience même de nos entreprises. Merci Charlotte. Alors pour juste insister sur ces deux notions clés que sont l'atténuation et l'adaptation, ce petit visuel résumé qui nous provient des ateliers d'adaptation au changement climatique. L'atténuation, c'est donc réduire les causes, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc un acteur, une entreprise, moi, je fais une action aujourd'hui qui va avoir un effet à moyen et long terme et globalement. Donc, je peux résumer ça par éviter l'ingérable. Je veux éviter une situation, un monde non assurable, comme le disait le PDG d'AXA. L'adaptation, c'est agir pour réduire les conséquences, réduire les impacts du changement climatique. J'agis maintenant pour des effets immédiats, à court terme, et qui sont locaux. J'agis sur mon territoire pour augmenter ma résilience. Et donc, si on prend ce jeu de mots éviter l'ingérable, on va inverser les syllabes et ça va nous donner gérer l'inévitable, les risques physiques qui sont déjà là, et renforcer sa résilience. On peut définir l'adaptation ainsi. Ça consiste à anticiper et réduire les impacts des phénomènes climatiques actuels et futurs sur les activités humaines, en rendant les infrastructures, les processus, les pratiques plus résilients, tout en saisissant des opportunités de co-bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Ça, c'est un élément clé sur lequel on va revenir. Donc, on a parlé de risque, donc on va s'appuyer sur la science du risque. Le risque est composé de 3 notions: l'aléa, la vulnérabilité, l'exposition. Prenons par exemple un aléa climatique tel que les canicules.
Réduire la cause de cet aléa, donc c'est réduire le changement climatique, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, je l'ai dit juste avant, c'est l'atténuation. Ma vulnérabilité à cet aléa, qui sont des canicules, et mon exposition. Mon exposition, c'est est-ce que je vis dans une région qui est particulièrement soumise à ce risque de canicule. Ma vulnérabilité, ça peut être l'état de ma maison, les caractéristiques de mon territoire, mon état de santé, qui vont faire que je vais plus ou moins être impacté par cet aléa. Quand je réduis ma vulnérabilité ou mon exposition, c'est l'adaptation. Voilà, c'est exactement ça la définition. Et donc toute la science climat du XXIe siècle, c'est de faire l'atténuation et l'adaptation en même temps, de trouver des synergies, mais d'éviter aussi les conflits et de faire les bons arbitrages. Par exemple, si je mets la climatisation dans mon logement, je réduis ma vulnérabilité, mais j'augmente la cause de l'aléa. Donc c'est une adaptation qui est en conflit avec la moitié du sujet. Alors, une nouveauté qu'on a au niveau de l'État français, c'est la publication d'éléments assez clés par le gouvernement très récemment. On est maintenant équipé d'une TRAC, une trajectoire de référence pour l'adaptation, puisque si on veut se projeter, on va se dire, OK, mais sur quel référentiel on se base, quel réchauffement, combien de précipitations extrêmes par an, où ça, etc. Donc il faut partir d'une référence. Donc cette trajectoire, elle a été choisie par le gouvernement l'année dernière. C'est de prendre plus 4 degrés à la fin du siècle pour le territoire métropolitain, ce qui veut dire 2,7 degrés en plus de température moyenne sur la France métropolitaine d'ici 2050, sachant qu'on est déjà à plus 1,7 aujourd'hui. Le précédent plan d'adaptation, il se basait sur une trajectoire de moins de 2 degrés. Donc c'est pour vous dire le changement de paradigme qui a été pris en œuvre. C'est pessimiste, mais c'est se dire aussi il faut peut-être mieux être prêt pour 4 et tant mieux si c'est 2. Donc le scénario a été corrigé. Et donc, typiquement, si je prends juste l'exemple des sécheresses, ça veut dire 4 fois plus de sécheresses à la fin du siècle par rapport aux années 60, sachant qu'on a déjà doublé le nombre de sécheresses par rapport à cette période. Donc, selon cette trajectoire, ça veut dire un monde où il n'y a plus de glaciers alpins en France d'ici la fin du siècle et où un été caniculaire aujourd'hui sera à peu près normal, malheureusement. Donc, c'est évidemment une situation qu'il faut éviter, mais la TRAC, ce qu'elle propose, c'est de tout de même s'y préparer. La TRAC est accompagnée du PNAC, on aime bien les acronymes, le Plan national d'adaptation au changement climatique, qui est en consultation publique en ce moment. L'objectif, c'est de renforcer la résilience des territoires face aux impacts du changement climatique. Quelques faits marquants, parce que c'est un gros document. Il y a 200 actions concrètes réunies en 51 mesures. Il y a l'introduction évidemment de la TRAC, un cadre budgétaire renforcé, et j'en parle là puisqu'on va en parler ensuite, il y a la promotion des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Pourquoi? Parce qu'elles génèrent de nombreux co-bénéfices sociaux, environnementaux et économiques. Donc l'objet, c'est de protéger la population. On voit que l'adaptation devient un sujet régalien, assurer la résilience des territoires, d'infrastructures, adapter les activités humaines, protéger le patrimoine, mobiliser les forces vives. On vous mettra dans les annexes du webinaire une fiche de synthèse sur le PNAC. Je cite juste quelques mesures qui concernent particulièrement les entreprises. Adapter les conditions de travail. Là, on voit les normes techniques qui vont évoluer. Et puis, intégrer l'adaptation au changement climatique dans les stratégies des entreprises, mesure 33. Mobiliser la commande publique au service de l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est 6 des 51 mesures du PNAC. Donc, on parle de stratégie d'entreprise. Charlotte, quelles méthodes, quels outils pour démarrer sur ce sujet? Oui, effectivement, une fois qu'on s'est dit ça, comment on s'y prend concrètement? On le disait un peu plus tôt, l'adaptation au changement climatique, c'est déjà comprendre quels sont les risques pour mon entreprise, comment ces risques vont évoluer et comment on peut y répondre. Donc, pour définir et déployer des mesures d'adaptation qui soient pertinentes, on va démarrer sans surprise par un état des lieux, un diagnostic de la situation actuelle. On va essayer de comprendre quel est notre niveau de résilience aux enjeux climatiques à l'instant T. Donc, pendant cette phase, on va cartographier les enjeux clés de l'entreprise. Quel est mon ou mes sites les plus stratégiques, mes infrastructures IT, mes outils de production, les matières premières dont je dépends le plus. Et puis, une fois qu'on a cette vision, quels sont les aléas climatiques qui peuvent affecter ces enjeux clés? Les inondations, des tempêtes, des vagues de chaleur, le retrait-gonflement des argiles, qu'est-ce qui peut mal tourner? Et si cet aléa survient, mon site, mon infrastructure, ma chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'ils peuvent faire face à ce risque? Donc, une fois le diagnostic posé,
on va se projeter dans le futur. À moyen et long terme, comment vont évoluer les aléas que j'ai identifiés. Les scientifiques ont produit de nombreux scénarios qui s'attachent à décrire l'évolution de la déformation du climat en fonction de différents niveaux de réchauffement. Donc cette projection va nous permettre de planifier une réponse adaptée et des priorités. On viendra étudier les solutions qui permettent de réduire l'exposition aux risques ou qui permettent de réduire la vulnérabilité à ces risques. Donc cette méthode peut paraître assez fastidieuse et aucun de nous prétendra aujourd'hui que le sujet est simple, mais il y a des solutions, il y a des outils, par exemple sur le diagnostic et la projection. Certains outils, quasiment tous gratuits d'ailleurs, permettent déjà de s'approprier le sujet et de défricher le terrain. Je ne m'attarderai pas sur ces outils, mais pour n'en citer que quelques-uns, BATADAPT, un outil cartographique qui a été développé par l'Observatoire de l'immobilier durable et qui permet de réaliser un premier diagnostic sur ces bâtiments. Météo France a aussi développé un outil qui s'appelle ClimaDiag. Et puis, on peut citer aussi les ateliers de l'adaptation au changement climatique. Certes, ce n'est pas gratuit, mais ça permet d'embarquer toute l'entreprise à travers un atelier participatif qui permet à tout le monde de bien comprendre ces enjeux pour ensuite passer à l'action et développer des solutions vraiment sur mesure. Donc, l'action, justement, quelles solutions, très concrètement, permettent de s'adapter? Ces mesures d'adaptation, elles peuvent répondre, on l'a dit, à réduire l'exposition ou à réduire la vulnérabilité. Et on voulait vous montrer ici quelques exemples. Donc, par exemple, sur les actifs, les infrastructures et les sites de l'entreprise, pour répondre à un risque d'inondation, par exemple, une mesure d'adaptation, ça peut être de relocaliser. Et puis, bon, si la mesure est un peu trop drastique, on peut aussi choisir d'assumer d'être exposé, mais de travailler sur la vulnérabilité, notamment en ayant recours à des solutions fondées sur la nature. On y reviendra un peu plus longuement juste après avec Vincent et notre témoin Renaud. Mais il y a des solutions qui peuvent jouer un rôle de barrage naturel ou à minima qui peuvent limiter le risque, par exemple en désimperméabilisant les sols. Une mesure relativement simple aussi, ça consiste à protéger les équipements les plus sensibles, par exemple en les rehaussant ou en les déménageant aux étages supérieurs. Si le risque, il porte plutôt sur une matière première qui est particulièrement exposée, par exemple à la sécheresse, ici on peut imaginer une stratégie qui consiste à diversifier ses sources d'approvisionnement ou à substituer partiellement cette matière par une matière qui est un peu moins exposée, par exemple, on substitue du coton par du lin ou du blé par du sorgho. Et si on identifie que les vagues de chaleur, le risque qu'elles font peser, c'est surtout sur la santé de ces salariés, mais aussi la résilience de mes équipements, dans ce cas, pour réduire la vulnérabilité, on peut entamer des travaux sur les bâtiments pour travailler l'aération, repousser la chaleur, etc. Mais on peut aussi réduire l'exposition en imaginant adapter les horaires de travail ou pourquoi pas mettre en place un congé climatique. C'est d'ailleurs ce qui est à l'étude en ce moment à Valence après les inondations qu'ils ont connues cet automne. Donc il existe de multiples mesures d'adaptation qui évidemment doivent être adaptées aux spécificités de l'entreprise et à ses vulnérabilités. Mais pour finir, on va en citer quelques-unes qui sont très transversales et qui peuvent assez largement contribuer à faire réussir vos plans d'adaptation. L'intégration de cet enjeu par vos directions et vos collaborateurs, l'intégration de ces enjeux dans la stratégie de l'entreprise, quelles opportunités l'entreprise peut y trouver. Bien sûr, il y a un volet important de gestion de risque. D'ailleurs, ces plans d'adaptation, souvent, ils contribuent au plan de continuité d'activité des entreprises. Mais l'adaptation peut être vecteur de bien d'autres bénéfices et c'est justement toute la suite de ce webinaire. Et pour en parler, je redonne la parole à Vincent. Alors, un petit topo sur les SAFEN, les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Une définition, ce sont des solutions qui vont utiliser les écosystèmes et leurs fonctions pour adapter efficacement les lieux de vie et d'activité aux conséquences du changement climatique. L'idée, c'est qu'elles génèrent de nombreux co-bénéfices environnementaux, sociétaux et économiques. Là, un petit exemple, la requalification de cette rue à Lyon, voilà, cette photo n'est pas farfelue, c'est simplement une végétalisation urbaine, mais assez bien pensée. Elle permet de réduire de 9 degrés la température de l'air lors des fortes chaleurs et de récupérer les eaux de pluie dans un bassin dédié à travers des fossés végétalisés qui conduisent cette eau. Donc, c'est pas bien compliqué, mais c'est très efficace. Une double ambition, limiter les impacts du changement climatique et restaurer la biodiversité. Donc, par exemple, eau de fraîcheur et gestion des fortes pluies en zone urbanisée. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, comme on l'a vu dans l'exemple de Lyon, augmenter la végétalisation des zones urbaines,
rendre plus de sol perméable pour infiltrer l'eau de pluie à la parcelle, hein, et éviter de saturer les canalisations. Plus on va infiltrer l'eau de pluie sur place, moins on va avoir de problèmes de ruissellement et de problèmes de gestion des eaux. Aménagement intelligent de gestion des eaux, donc je viens d'en parler, les noues urbaines, hein, c'est à la place de caniveaux, on va mettre des fossés végétalisés, ou des jardins de pluie, pareil, hein, des zones d'absorption, des zones éponges qui vont absorber les excès d'eau. Au-delà de la zone urbaine, on a des actions qui sont de l'ordre aussi du génie, ce qu'on appelle le génie écologique, au niveau des cours d'eau et de zones humides. Donc préserver et restaurer les zones humides et les zones d'expansion des crues va être quelque chose d'absolument crucial pour protéger les territoires en aval. Pareil, préserver et restaurer les végétaux de bord de cours d'eau, ce qu'on appelle les zones ripisylves, donc planter des arbres en bord de rivière ou restaurer ces zones-là, va permettre de limiter les impacts des phénomènes de crue. Il y a aussi des actions qui vont encore plus loin, qui consistent à reméandrer les rivières. Il y a certains cours d'eau qu'on a raccourcis pour des raisons d'urbanisation, d'aménagement, mais on va devoir probablement les reméandrer, donc c'est-à-dire que l'eau ait plus de chemin à parcourir, ce qui permet de limiter encore une fois les impacts des fortes pluies. Dans les milieux agricoles et forestiers, quelques exemples concrets. Les haies bocagères qui vont avoir un rôle très fort aussi sur la résilience des champs. Et il y a aussi une science de ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative, et je vous invite à suivre les travaux de l'association qui porte ce nom. C'est tout un pan de recherche et d'action qui consiste à ralentir, répartir, infiltrer et stocker l'eau de pluie plutôt que de la drainer et l'évacuer de la zone de production agricole. Et ça, c'est également très intéressant et très puissant. Alors, les SAFEN, comme je disais, c'est assez efficace et simple, et puis surtout, ce sont des technologies maîtrisées. Alors, on se situe à l'instant même tout près de cette photo dans les locaux de Bécouze à Angers. L'exemple du parc Saint-Sage à Angers. Là, cette zone-là que vous voyez végétalisée, elle est en fait conçue pour accueillir des excédents d'eau quand la Maine va déborder, plutôt que d'inonder la cade-voie qui passe juste au bord. Ça passe sous la cade-voie et ça va remplir ce fossé végétalisé et l'eau va s'infiltrer ici. Et en fait, quand on voit cette photo, on se dit mince, il y a un problème. Non, en fait, c'est le rôle de cette zone d'aménagement qui, en plus d'être un parc très convivial juste en bas, et une zone végétalisée très réussie, est un superbe exemple de solution d'adaptation fondée sur la nature. À l'échelle du bâtiment, pareil, hein, toutes les solutions sont connues et maîtrisées. On vous recommande également, on le mettra en lien dans les annexes, ce guide des actions adaptatives au changement climatique qui a été publié par l'Observatoire de l'immobilier durable. C'est très clair. Donc vous avez plusieurs types de solutions, je ne vais pas les détailler. On voit en vert les solutions d'adaptation fondées sur la nature, mais également des solutions très simples, les brises soleil, hein, qui vont réduire drastiquement l'exposition la vulnérabilité d'un bâtiment à des fortes chaleurs, l'isolation par l'extérieur. Là, on voit aussi mise hors d'eau d'équipements essentiels, comme Charlotte, tu l'avais mentionné juste avant. Des zones refuges, des revêtements de toit plus clairs qui vont limiter le réchauffement du bâtiment, etc. Tout un tas de solutions qu'il va falloir mettre en œuvre de plus en plus. Donc, je passe la parole à Hervé, mon associé, et Renaud Dion, avec qui nous avons réaliser un projet Terabella à Toulouse. À vous, Hervé et Renaud. Merci Vincent, bonjour à toutes et tous. Petite introduction sur la méthode Terabella avant de mener une petite interview avec Renaud justement sur l'application sur ces locaux. Donc la mission et l'objectif de Terabella, vous l'avez beaucoup entendu précédemment, c'est qu'une bonne stratégie d'adaptation doit créer un maximum de co-bénéfices pour aussi jouer sur l'atténuation de manière positive. Ensuite, vous avez vu aussi que l'adaptation, c'est un champ très vaste en ce sens que vous pouvez regarder l'ensemble de votre chaîne de valeur et donc c'est un travail très profond. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons décidé avec Terabella de s'intéresser à un objet en particulier dont toute entreprise a besoin, c'est des locaux, hein, des actifs immobiliers. Ces actifs immobiliers vont jouer différents rôles dans la proposition de valeur de chaque entreprise. Néanmoins, pour toute entreprise, c'est fondamental d'avoir des actifs immobiliers sain, où il fait bon vivre afin d'accueillir les employés. La méthode Terabella s'intéresse à cet actif et va se dire, toute entreprise a besoin donc de mener une réflexion sur son adaptation et on va prendre l'actif immobilier comme réceptacle pour commencer à réfléchir sur l'adaptation. Et surtout, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas
décorréler ce sujet juste au niveau des comités directeurs ou des managers. Non, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous dans nos vies et qui devient extrêmement pragmatique, extrêmement concret. J'en veux toute l'actualité qu'a décrite Charlotte. Donc, on va fédérer les équipes. Donc, la méthode, c'est très simple, c'est placer les équipes dans le siège du pilote. Terabella explique, Terabella contextualise les solutions, etc. Mais ce sont les employés qui composent leur trajectoire d'adaptation dédiée à leur site. L'objectif étant toujours le même, c'est maximiser les co-bénéfices. Ces co-bénéfices sont choisis par les employés, par les parties prenantes du projet. Et après, en fait, on va tout simplement, en face de ces co-bénéfices, associer quel type d'aménagement sont les plus appropriés. Donc, on met en œuvre, pour concrétiser, encore une fois, en chantier participatif. Ce qu'il y a bien avec les solutions d'adaptation de fournisseur nature, c'est que c'est beaucoup de végétal, beaucoup de gestion de l'eau. Ça peut se faire sans trop de connaissances et surtout, il n'y a pas forcément besoin de très gros aménagements. On peut commencer petit, s'acculturer, bien comprendre et puis poursuivre. Donc ça, c'est l'étape 2, toujours en chantier participatif. Et puis l'étape 3, il est effectivement facile de faire des beaux plans, de commencer même à mettre en œuvre. Mais la clé du succès d'une bonne stratégie d'adaptation, c'est son maintien dans le temps. C'est pérenniser ces aménagements. Et encore une fois, si nous n'arrivons pas à mobiliser sur le temps long en acculturant profondément l'ensemble des parties prenantes, en fait, on passe à côté d'une bonne stratégie d'adaptation. Et donc, savoir entretenir l'énergie humaine autour de ces projets pour pérenniser, eh bien, c'est fondamental et c'est le sujet de l'étape 3 de la méthode Terabella. Voilà, on appelle ça souvent des communautés d'action. Ici, vous voyez un projet qui était à Strasbourg. Les parties prenantes nous ont dit, nous, le premier co-bénéfice qu'on aimerait vraiment pousser, c'est la biodiversité, puisque notamment, ça fait partie de leur stratégie environnement en tant qu'entreprise. Donc, voici comment on traduit dans une bonne stratégie d'adaptation avec des SAFEN, donc solutions d'adaptation fondées sur la nature, comment ça peut se traduire pour la biodiversité sur le site. Un autre exemple derrière, ça a été de favoriser la gestion de l'eau. Ce sont deux grands pans éminemment importants dans l'adaptation au changement climatique. Donc voici comment on va aussi s'intéresser à la gestion de l'eau à la parcelle. Petit aparté, la collectivité aujourd'hui, la collectivité en général, l'État a tout intérêt à ce que du foncier privé puisse gérer l'eau à la parcelle plutôt que de demander à la collectivité, c'est-à-dire à nos impôts, de changer l'ensemble des canalisations de toutes les villes et de toutes les zones périurbaines, puisque ce ne serait plus adapté par rapport aux régimes de pluie qui sont en train de devenir plus extrêmes. Donc, autant gérer l'eau à la parcelle, et il y a une technologie très simple qui s'appelle le sol, et si on l'entretient bien, il permet de capter énormément d'eau. Enfin, encore un autre exemple, on va évidemment, quand on s'intéresse à l'adaptation, vous voyez, il y a toujours des liens très forts avec l'atténuation. Donc, avoir une bonne stratégie d'énergie décarbonée, c'est-à-dire que demain, en fait, mon actif immobilier est en fait une forme de station essence, je mets des guillemets en disant ça, pour l'atténuation, c'est-à-dire la transition de la mobilité des flux de personnes qui viennent quotidiennement dans mon bâtiment, c'est très important. Et quand je vais mettre en place, par exemple, des ombrières solaires, je vais aussi créer de la fraîcheur. Et donc, ça s'intègre bien dans un compromis. On est toujours dans le compromis, ça s'intègre très bien dans une stratégie d'adaptation. Donc voilà quelques exemples de comment en fait les parties prenantes de chaque projet vont designer leurs co-bénéfices, et de ces co-bénéfices, de manière très participative sur une journée, on va tirer des aménagements concrets et puis on va les mettre en œuvre ensemble. Et surtout, après, les maintenir. Alors, pour illustrer cela, je vous présente Renaud Dion. Renaud, bonjour. Peut-être je vous laisse vous présenter ainsi que votre entreprise rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis chef d'entreprise, une entreprise spécialisée dans le déploiement d'infrastructures de télécommunications. Donc, très concrètement, on travaille pour les opérateurs et on fait en sorte que vos smartphones fonctionnent bien. On est implanté à Toulouse et voilà, donc on est 40 salariés et on fait un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Merci Renaud. Donc on voit d'ailleurs une photo
une photo de votre site avec 3 gros bâtiments, on va dire, hein. Évidemment, dans les stratégies, on a, comme l'avait mentionné Charlotte, à la base de chaque stratégie, on évalue l'exposition de ce site et donc on va regarder, grâce aux outils qu'a mentionné Charlotte, notamment Climadiag, quels vont être les aléas climatiques et les conséquences, hein, donc les impacts climatiques, d'ici 2050 notamment. Donc Renaud, ça a été un petit peu la base de notre travail, mais pour revenir plus généralement, pourquoi c'était important pour vous de mener un travail d'adaptation au changement climatique sur votre site près de Toulouse? Alors effectivement, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez très bien exposé pendant le webinaire, on a beaucoup travaillé sur, l'atténuation, notamment le scope 1 et le scope 2, et j'estime qu'effectivement cette transition écologique, elle ne se limite pas à l'atténuation. De toute façon, on n'a pas le choix, ça va se réchauffer, on l'a bien vu, donc l'adaptation, nous paraissait, complètement incontournable et donc en s'informant, on s'est rendu compte que très concrètement, à Toulouse, on allait avoir 4 fois plus de journées à plus de 35°, 16 fois plus de vagues de chaleur et D'ici pour les 2050, c'est ça, d'ici hein? de tout à fait, merci, oui, tout à fait, à l'horizon juste de 2050 en plus, donc c'est quand même pas si loin. Donc voilà, c'est concret, quoi. Enfin, c'est concret et ça nous parle et puis très concrètement aussi, moi j'ai quand même des équipes, qui sont sur les chantiers et qui travaillent, voilà et qui sont exposées à ce risque de chaleur. Donc l'adaptation voilà, s'est imposée un peu comme un sujet qu'il fallait absolument, travailler et Et donc, c'est pardon et vas-y, c'est juste, allez-y. c'est aussi bien un sujet professionnel que personnel, voilà. On a aussi, et pour finir, l'envie de travailler sur la biodiversité et c'est pour ça que l'adaptation et ce que vous avez évoqué avant, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, ces 2 sujets ont créé de l'appétence et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette démarche. Oui, quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, en entreprise, l'atténuation est un sujet qui parfois peut rester, difficile à aborder avec l'ensemble de l'entreprise, hein, assez peu concret, voilà, c'est des tableaux Excel, c'est dans la chaîne de valeur, on va faire une fresque du climat, mais est-ce que c'est concret, hein? En l'occurrence, l'adaptation, comme c'est local sur nos sites, ben, ça permet, de designer des solutions et donc d'engager l'ensemble, des personnes d'une entreprise. Peut-être Renaud, si on revient sur les 2 étapes, que l'on a menées ensemble, première journée avec une vingtaine de salariés, est-ce que vous pourriez, rapidement nous dire ce que vous, ça vous a apporté, de cette culture action, pardon pour le mauvais jeu de mots, mais c'est un petit peu comme ça qu'on le présente? Alors en fait, il faut partir de la stratégie pour bien comprendre, ce que ça nous a apporté. Ma vision, c'est que, l'adaptation, c'est pas, comment dire? Quelque chose qu'on doit subir, c'est une opportunité. Donc Charlotte l'a dit à un moment dans la présentation, la transition écologique et énergétique, pour moi, c'est une formidable opportunité qui est, comment dire? Fédératrice. Hem et au-delà de ça, c'est aussi une opportunité de business parce que, je suis chef d'entreprise et forcément, c'est important pour moi aussi. C'est une opportunité de business parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant et on a besoin, vis-à-vis de nos clients, d'être en capacité de parler de ces sujets, voire de les accompagner sur ces sujets-là. Et heu, beh, comment faire? Il faut commencer par soi-même. Il faut déjà comprendre ce que c'est et le réaliser pour à la fois, finalement, avoir cette culture dans l'entreprise, mais pas qu'au niveau du chef d'entreprise, à tous les niveaux et être en capacité du coup d'en parler et de les accompagner. Donc du coup, en fait, effectivement, on est venu, à cet atelier parce que, il a le gros avantage d'avoir comme ça a été dit, en premier explication, acculturation, des équipes. Parce qu'il faut quand même le comprendre, même si voilà, ça a été bien résumé, mais voilà, il faut prendre le temps d'expliquer tout ça. Et puis après, il faut faire des actions concrètes, parce qu'on a fait effectivement des fresques, on a fait tout un paquet de choses qui sont c'est très, très intéressant, mais ça marque moins et effectivement, ma volonté, c'était de rendre ça très, participatif, fédéré, mais également, chose de concret, voilà, une action très concrète et visible.
Et donc, pour ça, donc on s'était retrouvés en juin. Entre juin et octobre, on avait émis un petit peu qu'est-ce que serait donc un plan guide du nouveau site, le site adapté. Vincent, peut-être tu peux éventuellement montrer ce que ça donne en fin d'étape 1, un livrable entre le site actuel et le site demain qui serait mieux adapté, voilà, avec tout un panel de solutions. Alors souvent, on les décrit comme solutions vertes qui sont liées au végétal, solutions bleues qui sont liées à la gestion de l'eau, et solutions grises qui vont être liées à toutes les surfaces perméables, soit qu'on va désimperméabiliser, soit qu'on va rendre peut-être productive avec de l'énergie décarbonée, etc., etc. Et donc après, Renaud, vous m'avez rappelé, et puis on s'est retrouvés en octobre pour l'organisation express d'un chantier participatif. Peut-être un mot sur cette phase de concrétisation. Ben, ça a été effectivement conformément à ce conseil. Bon, effectivement, ça s'est traité un peu dans l'urgence parce que je voulais faire ça rapidement. Donc, beaucoup de travail amont pour vos équipes. Et on a donc rassemblé l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On a fait à la fois un travail d'explication, puis aussi une espèce d'escape game autour de l'enjeu de l'adaptation. Et ensuite, on a fait effectivement très concrètement, on a creusé, on a créé une mare, on a planté différentes plantes adaptées à notre environnement. Et on a réalisé des actions qui ont vraiment plutôt oui, suscité l'adhésion de mes équipes. Voilà, donc c'est une première brique. Il faut être accompagné. Moi, j'ai ressenti la nécessité effectivement d'être accompagné dessus. Parce qu'il faut animer, même si ça intéresse globalement tout le monde, finalement, il n'y a pas grand monde pour prendre les actions très concrètes. Et puis finalement, voilà, on a besoin d'un peu d'accompagnement. Et tout ça, c'est la première brique. Donc effectivement, après, il va falloir qu'on continue parce que tout l'aménagement du site n'a pas été fait en une fois, bien évidemment. C'est un travail de moyen, voire long terme. Et il faut continuer d'animer. Et personnellement, même si, encore une fois, j'ai des personnes qui sont plutôt sensibles au sujet, j'ai eu la nécessité de me faire accompagner pour le cadrer et on va dire d'encadrer les énergies et faire les bonnes actions. Voilà. Donc là, en l'occurrence, nous avions pris l'excuse d'une journée d'entreprise qui regroupait les trois entreprises qui sont hébergées sur ce grand site. On n'a pas forcément la vision là, mais c'est relativement grand. Peut-être, Renaud, une dernière question sur voilà, l'adaptation commence vous avez créé de l'aspérité autour de l'adaptation dans votre entreprise, vous commencez à parler même à vos clients, donc ça rentre dans votre modèle économique. C'est quoi pour vous les prochaines étapes en fait autour de ce sujet de l'adaptation qui de plus en plus donc, va se mener en parallèle de votre atténuation? Alors la stratégie, comme j'ai évoqué, en fait, vis-à-vis de nos clients, aujourd'hui, on a montré nos actions très concrètement. Donc déjà, on en parle, ça fait partie en plus de nos engagements. Donc d'en parler, de communiquer autour de cette nécessité d'adaptation. Et la montée en compétence de mes équipes a permis de faire émerger des idées concrètes, simples, mais concrètes, qu'on pourrait proposer à nos clients. Donc en parallèle, on va dire, de la finalisation de l'adaptation de notre site, qui agit aussi potentiellement comme une vitrine, on adresse nos clients sur des sujets qui pourraient les concerner eux. Voilà. En partant du fait, regardez concrètement ce que nous avons fait, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes réceptif? Oui, on pourrait vous proposer ce genre d'action d'adaptation. Voilà. Donc c'est ça le step, c'est vraiment travailler, encore une fois, moyen, long terme, être exemplaire, donc être crédible en disant moi j'en fais concrètement. Et puis après, voilà, essayer de déployer ça par conviction, certes, mais aussi par opportunité de business. Merci. Oui, effectivement, peut-être en conclusion, mauvaise punchline, mais on est tous le scope 3 de quelqu'un quand on est une entreprise. Et aujourd'hui, notamment avec la CSRD vous demande un plan d'action sur l'adaptation. Donc, forcément, vous êtes une entreprise liée à une autre. Cette entreprise va vous demander des comptes, si je le dis, mais comment tu m'assures la résilience de tes activités pour que moi, je puisse
pérenniser mes propres activités. Donc aujourd'hui, vous intéresser à ce sujet en tant qu'entreprise, c'est mobiliser l'ensemble de vos employés sur des sujets peut-être plus concrets que l'atténuation en général, prendre les journées d'entreprise d'ailleurs pour mettre en œuvre, mais c'est aussi évidemment montrer patte blanche dans cette grande chaîne des entreprises. À résumer, on est tous le scope 3 de quelqu'un. Merci beaucoup Renaud pour le témoignage. Et puis il est 9h45. Vincent, Charlotte, je vous repasse la parole puisque je pense qu'on va pouvoir aussi prendre des questions. Merci Hervé, merci Renaud. Quelques notions, quelques concepts pour finir. S'adapter, c'est se préparer à être surpris. Donc on vous a sélectionné quelques principes d'action, donc c'est un peu conceptuel pour reprendre un peu de recul. Mais c'est vrai que maintenant, la seule certitude qu'on ait, c'est un fort niveau d'incertitude. Le changement climatique, c'est des aléas qu'on ne peut pas complètement prévoir. On sait que la fréquence, l'intensité des aléas climatiques vont s'intensifier, mais c'est très incertain. Dans les stratégies d'adaptation, souvent on dit, je sais que Marguerite est là et donc elle me confirmera ça, ne pas verrouiller le futur. C'est-à-dire quand on prend une stratégie, on va essayer de faire des choses qui nous laissent un champ d'action le plus ouvert possible. On prend souvent l'exemple de la digue. Si je suis en zone côtière et que je suis soumis à un risque de submersion chronique, si je fais une digue, quelque part, je verrouille un peu le futur. Alors que et notamment, je vais avoir un faux sentiment de sécurité, parce que je pense que la digue me protège, mais jusqu'à ce qu'elle ne me protège plus, en plus du fait qu'elle va coûter très cher à construire et à maintenir. Les principes de diversification, diversifier les ressources, les outils, c'est comme en stratégie d'investissement, plus nos investissements sont diversifiés, plus ils sont résilients, ça va être un peu la même chose face à la gestion de risque climatique. Privilégier les solutions d'adaptation qui génèrent des co-bénéfices. Et la contrepartie, c'est éviter ce qu'on appelle les maladaptations. Donc les maladaptations, on va appeler ça, c'est des solutions d'adaptation qui sont assez peu efficaces, qui peuvent réduire l'exposition et la vulnérabilité, mais qui vont avoir des conséquences négatives sur d'autres critères. Par exemple, l'atténuation. Donc je prenais l'exemple de la climatisation. Parfois, c'est inévitable. Dans un bâtiment avec des personnes très vulnérables, on n'a pas d'autre solution que de mettre la climatisation. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on met la climatisation? On consomme beaucoup plus d'énergie et la chaleur qu'on prend dans le bâtiment, on la relâche juste à l'extérieur du bâtiment. Donc, on contribue à l'îlot de chaleur urbain contre lequel on est en train d'essayer de lutter en mettant la climatisation. Donc, on rentre dans un cercle vicieux qu'il faut à tout prix éviter et en cherchant d'autres solutions. Et enfin, vous l'avez compris, on a beaucoup insisté là-dessus dans la démarche Terra-Bella qui se veut très participative. Dans ce monde à adapter, ce qui va être clé, c'est le renforcement du collectif, puisque ce sont des sujets complexes qui vont nécessiter beaucoup d'entraide et de solidarité. Merci de votre écoute. Stéphanie, je te repasse. En effet, merci à tous. Vous êtes nombreux, vous êtes plus de 100 personnes à avoir suivi ce webinaire. Donc, merci pour votre participation. Merci Renaud pour votre témoignage. Merci à nos intervenants, Charlotte, Vincent et Hervé. Donc, certains d'entre vous ont apporté des commentaires là, le temps de cette présentation. Peut-être un point est revenu à plusieurs reprises, c'est finalement comment avancer sur ces sujets-là, mettre en place des actions, essayer de mettre en place, trouver des solutions, mais pour autant, d'un autre côté, effectivement, ces dispositifs sont souvent soumis à l'appréciation de l'ABF des bâtiments de France. Vincent, Hervé, peut-être, avez-vous des clés ou comment prendre en considération effectivement cette contrainte dans la mise en œuvre d'un certain nombre de solutions. Pourriez-vous nous éclairer et le temps de cette réponse, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous avons encore quelques temps pour y répondre. Oui, merci pour vos commentaires. Donc j'ai vu que Mickaël avait d'ailleurs répondu sur la question des ABF. Donc merci Mickaël pour ta réponse. Je vous invite à lire le commentaire. Mickaël Schack qui a travaillé avec beaucoup de communes dans les Yvelines sur ces sujets. Globalement, la manière dont on procède, c'est une démarche de design. Donc dans les principes de design, qui se veut très itératif,
et participatif, on se ferme aucun champ. Effectivement, on a besoin de comprendre les contraintes de design. Donc, si on a une contrainte de design liée aux architectes de bâtiments de France, évidemment, il faut l'intégrer dès le départ, évidemment. Ensuite, dans la démarche, c'est vrai qu'on a une vision moyen terme, c'est-à-dire on ne se dit pas il faut que dans 6 mois, tous les aménagements qu'on peut designer soient mis en place. Et on va beaucoup travailler en test et apprentissage. Ce qui est bien avec ces projets d'adaptation sur un site de foncier privé, c'est qu'on peut démarrer avec un petit aménagement faisable, réaliste, sans contrainte particulière, par exemple, de parties prenantes externes qui sont difficiles à appréhender ou sur lesquelles on n'a pas la main, pour se tester, déjà fédérer les équipes autour du concept et mesurer les effets. Et aussi, du coup, ne pas investir trop de ressources avant d'avoir des retours d'expérience qui sont pertinents et intéressants. Donc, on utilise beaucoup les outils de la science du design pour avancer sur ces projets, à la fois sur la conception, mais même sur la mise en œuvre participative, où on a en faisant. Je ne sais pas, Hervé, si tu veux compléter, si tu as d'autres... Rapidement sur la BF, parce que j'ai le sujet, moi, dans mon village, comme je mène un projet d'autoconsommation collective et qu'effectivement, j'ai des bâtiments classés. Ce qui est vraiment très important pour renforcer ce que dit Vincent, c'est que quand on parle, nous, de mobiliser les parties prenantes, c'est pas forcément seulement, alors dans le cas d'une entreprise et d'un employé, effectivement, amener l'architecte de l'ABF avec vous, c'est très important comme partie prenante. Et puis parfois, c'est quelles sont les ressources déjà disponibles. Ça aussi, c'est très important, nous, dans la démarche que nous menons. Si vous avez déjà des panneaux qui sont posés pas très loin, aujourd'hui, vous avez des principes de partage de l'énergie, donc l'autoconso collective, entre autres, qui permettraient de consommer mieux cette énergie, souvent qui va un peu repartir trop souvent sur le réseau. Donc, vous voyez, c'est aussi, quand on se pose dans une première étape et on design son projet, c'est aussi regarder quelles sont toutes les ressources à disposition sans forcément devoir réinvestir de nouvelles ressources. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être une réponse, puisque l'objectif étant d'avoir de l'énergie décarbonée locale peu chère. A-t-on besoin de réinvestir dans une nouvelle installation? Voilà. Merci à vous deux pour ces éléments. Une autre question est arrivée et elle s'adresse à vous, Renaud. Comment valorisez-vous ces investissements auprès de vos clients en termes de business à ce jour? Est-ce que vous pourriez apporter des éléments de réponse? Oui, deux réponses. La première, c'est, Hervé l'a stipulé, on est effectivement le scope 3 de nos clients. Et ils ont besoin effectivement qu'on mène des actions, bon, certes en matière d'atténuation, mais aussi en matière d'adaptation. Donc ils sont à la fois friands, parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup d'idées non plus, hein, ça reste un sujet émergent. Donc ils sont friands et potentiellement, ils sanctuarisent des budgets par rapport à ça. C'est le premier élément de réponse. Le deuxième, donc ça permet donc d'avoir à minima une contribution. Et le deuxième élément, il n'est pas en rémunération directe, il est en rémunération indirecte. Comme j'ai dit, c'est un élément différenciant. Moi, j'évolue dans un domaine d'activité qui est quand même très concurrentiel. Il est important d'apporter des éléments qui me différencient de mes concurrents. Et connaître, je ne vais pas dire maîtriser parce que c'est présomptueux, mais connaître les sujets d'adaptation, savoir en parler, savoir leur proposer des actions en la matière, me positionne comme un acteur plus qualitatif, ou en tout cas différent des autres acteurs. Merci Sébastien, tu avais posé cette question, donc j'espère que tu auras eu la réponse voilà, qui te convient. Peut-être la question n'apparaît pas, mais vous posez certainement cette question. Et je me tourne vers Vincent. Vous vous dites tous, bah, écoutez, oui, en effet, ces solutions semblent, sur le papier en tout cas, vraiment très efficaces, performances. Mais nous, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, on rencontre plein de problématiques business, financières. Comment intégrer financièrement voilà, ces projets, comment le financer? Vincent ou Hervé, avez-vous voilà, la possibilité de nous éclairer sur ces modalités de financement? Oui, merci Stéphanie pour la question. Effectivement, là, quand on voit tout ça, on voit des coûts supplémentaires non prévus, sans forcément de revenus en face pour les financer. Donc, il faut trouver un modèle économique au champ d'adaptation. Alors, évidemment, si on lit la déclaration du PDG d'AXA, c'est des coûts évités futurs.
mais c'est dur à valoriser. Enfin, je veux dire, dans mon PNL de l'année, j'ai une charge qui peut être amortie en l'occurrence, mais je n'ai pas forcément d'augmentation de revenus en face. Du coup, la manière dont on fait, c'est qu'on va du coup jouer sur cette fameuse notion de co-bénéfice. Si on génère de nombreux co-bénéfices, ça veut dire qu'on peut générer une agrégation de financements différents. Par exemple, dans le cas des projets qu'on a pu faire à Strasbourg ou à Toulouse avec Renaud et ses équipes, le socle budgétaire, c'était le budget prévu pour la journée entreprise d'octobre dernier. Et en fait, avec ce budget-là, au lieu de le consacrer à une activité de team building, une sortie ou que sais-je, il a été proposé de l'utiliser pour ces chantiers participatifs. Et en fait, un autre élément, c'est que pourquoi on fait des chantiers participatifs au-delà du fait de fédérer les équipes, c'est que ça permet de faire des économies considérables en mise en œuvre. Enfin, je veux dire, donc c'est pas pour exploiter les salariés, mais je veux dire, c'est une activité de team building, mais qui permet de diviser par deux largement les coûts d'installation. Donc on a un co-bénéfice team building qu'on va valoriser 2 fois avec le budget, voilà, souvent il y a des budgets journée d'entreprise annuels, et aussi une réduction drastique du coût de l'installation. Un autre type de co-bénéfice, on l'a dit, l'infiltration de la parcelle, la biodiversité, c'est des co-bénéfices recherchés, du coup pas forcément par le propriétaire du foncier privé, mais la collectivité, le territoire. Là sur Strasbourg, avec un de nos clients sur lequel on fait ce type d'aménagement, on a pu répondre à un appel à manifestation d'intérêt de la région Grand Est, qui souhaite cofinancer des projets sur foncier privé, alors plus avec un axe de diversité. C'est des appels d'offres hyper exigeants techniquement, et on a été pris. Le dossier a été sélectionné par le comité technique, et donc on va avoir la réponse définitive le mois prochain, mais on a fait une première phase de projet qui démontre voilà, l'implication entreprise, les retours d'expérience. On propose une deuxième phase qui va être cofinancée à 50% par la région Grand Est, avec notre client. Donc là, pareil, effet de levier très intéressant pour ce client qui va avoir du coup toujours un site démonstrateur, etc. Et puis voilà, on va d'aller chercher comme ça différents budgets, cofinancement, budget RH, budget RSE, etc. Hervé, peut-être tu veux. C'est simplement pour vous dire que quand on assoit les parties prenantes autour de la table et qu'on leur demande, ben, mettez tous les co-bénéfices, rêvez un petit peu quels sont les co-bénéfices que vous avez envie de voir. On va mettre les co-bénéfices et puis après, c'est une négociation, un compromis, mais comme on place les gens dans une forme de responsabilisation autour de leur propre trajectoire d'adaptation pour leur propre site, ben, ils se responsabilisent. Donc ils savent, ah oui, ça c'est ce que j'ai rêvé, c'est vraiment ce que je voulais, mais en même temps, attends, je vais peut-être privilégier celui-ci parce que comme l'a dit Vincent, il y a aujourd'hui des aides de la région qui vont me permettre d'insister sur ça. Donc vous voyez, en fait, en se plaçant dès l'étape numéro 1 dans une posture de c'est mon projet, je me responsabilise, eh bien, évidemment, je vais construire quelque chose de beaucoup plus pérenne dans le temps. Et puis, comme l'a dit aussi Vincent, un truc très important dans cette méthode de design, vous voyez que l'argent, le budget, est une donnée d'entrée, ce n'est pas une donnée de sortie. C'est-à-dire que si j'ai 10 000 euros, eh ben, je vais faire quelque chose qui va me coûter 10 000 euros. Je ne vais pas faire appel à quelqu'un qui me dit bon ben non, en fait c'est 20 000. Ah ben non, je peux rien faire. Non, ma trajectoire d'adaptation au changement climatique, Renaud l'a parfaitement dit, c'est du moyen ou du long terme. Bon, et ben si en année N j'ai 10 000 euros, je vais mettre 10 000 euros sur la table, peut-être avec un cofinancement pour pouvoir étendre un peu plus. Et puis l'année prochaine, peut-être que j'aurai un peu plus de vision, et puis je mettrai un peu plus. Ouais. Donc c'est une donnée d'entrée dans le processus de design, et l'ensemble de ces facteurs sont donnés aux parties prenantes. Et en gros, nous, on guide, mais ça ne va pas verrouiller le futur, le fait qu'on n'a pas assez de budget. Parce qu'en fait, on a toujours assez de budget, c'est juste on va y mettre en face ce qu'il est possible de faire avec ce budget. C'est vrai que les territoires, Vincent, ont tout intérêt aussi à soutenir ce type de projet pour leur propre adaptation territoriale. Oui, tout à fait. Et puis comme le dit l'élu à Nature en Ville d'Angers, 80% du foncier est privé. Donc le territoire peut s'occuper des 20% restants, le foncier public, alors on imagine la végétalisation des villes, etc. Mais 80% du foncier est privé. Donc les acteurs privés ont et donc l'argent public est très bien investi s'il fait effet de levier sur des actions sur le foncier privé également. Pour conclure, le replay et le support de présentation seront disponibles après le webinaire sur un espace qu'on va vous partager. On va vous mettre à disposition également
certaines ressources, l'accès à une synthèse Bluecnac qui a été préparée par des collègues à nous, les liens vers certains des outils qu'on vous a présentés pendant le webinaire et d'autres. Et également, pour les personnes qui seraient intéressées, une prise de rendez-vous avec les équipes Terabella pour une session diagnostic flash d'un site si vous souhaitez échanger sur la perspective d'un projet Terabella sur votre site. Stéphanie, tu veux... Oui, écoutez, côté Becouze, nous sommes aussi à votre disposition, hein. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous accompagnons donc les entreprises dans la structuration de leur démarche RSE, de leur transition climat dans un contexte CSRD, mais aussi volontaire hors réglementation. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, en tout cas, avancer à nous solliciter. Nous sommes à votre disposition. Et merci à tous pour votre écoute. Très, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci à toutes et tous. 10h00. Parfait. Ça, c'est du timing. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Merci à toutes et tous.